Salut tout le monde, c'est Naïm pour mamethodo.fr, j'espère que vous allez bien, il fait très beau, donc vous allez profiter du temps, et moi je vais vous faire une vidéo sur le grand oral, parce que ça va arriver à très grands pas, et puis parce que vous me l'avez demandé, et de toute façon je comptais le faire, mais bon, on va parler aujourd'hui du grand oral, vu que les épreuves écrites de spécialité sont finies. Encore une fois, bravo à vous, j'espère que ça s'est vraiment bien passé, j'espère que vous aurez de bonnes notes. Encore une fois, je vous ai proposé un corrigé en droit économie, c'est une proposition de corrigé, donc évidemment c'est discutable, mais j'espère que votre pertinence sera appréciée. Aujourd'hui, on va parler du grand oral, une épreuve qui est un petit peu appréhendée par les élèves. Ils ont un petit peu peur de prendre la parole face à deux inconnus, c'est vrai que c'est pas évident, mais en tout cas, une manière de diminuer ce stress-là, c'est de savoir où on va. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment va se dérouler l'épreuve et ce qui t'attend pour ce jour par rapport à l'épreuve du grand oral. Avant de commencer, un petit clic sur abonner, on active la cloche, on met un pouce bleu si évidemment ça vous a plu. Ça permet de soutenir la chaîne et puis ça me permet de continuer ce genre de vidéos et par avance, je vous remercie. On va entrer dans le vif du sujet, comment se déroule le grand oral et qu'est-ce que c'est finalement. Alors, le grand oral, c'est une épreuve orale, comme son nom l'indique, de coefficient 14 pour les voies technologiques. Je ne sais pas s'ils passeront par là, mais les élèves de filière générale, le grand oral a un coefficient 10. En tout état de cause, pour les technologiques, c'est un coefficient 14. Et du coup, moi, si tu veux, si vous voulez, l'année dernière, j'ai été jury au grand oral et je peux vous expliquer comment ça se passe concrètement. Alors, les élèves arrivent au jury dans lequel ils sont convoqués. Donc, très souvent, c'est un établissement scolaire. Ils arrivent et ils présentent deux questions au jury, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un petit bordereau avec deux questions. Les deux questions que les élèves ont préparées durant l'année. Je fais une petite parenthèse. Il y a peut-être des élèves parmi vous qui n'ont pas encore commencé à taffer sur le grand oral. Certains profs ont préféré boucler le programme de spécialité parce que c'est vrai qu'on a un assez gros programme quand même, on va pas se mentir, mais voilà, il y a certains enseignants qui ont commencé au cours de l'année, certains enseignants vont débuter maintenant, ça c'est les pratiques de chacun. Moi je ne rentre pas dans ça, le but de cette vidéo c'est pas de vous alarmer si vous n'avez pas encore commencé le grand oral. Moi je ne connais pas la stratégie pédagogique de votre enseignant, en aucun cas je me permettrai de la juger parce qu'on fait ce qu'on peut et on fait du mieux qu'on peut, mais voilà, si vous n'avez pas encore commencé, j'imagine que votre enseignant sait ce qu'il fait, d'accord? Donc voilà, la parenthèse est fermée. Donc, vous allez préparer, là je m'adresse aux élèves de terminale STMG, vous allez préparer deux questions qui portent sur l'enseignement de spécialité, et ces deux questions-là, vous allez les soumettre à un jury. Ce jury-là, vous ne le connaissez pas. C'est-à-dire que vous allez parler, vous allez présenter votre oral face à deux enseignants que vous connaissez pas. Parmi ces deux enseignants, il y a un enseignant de spécialité et il y a un enseignant d'une autre discipline. D'accord? Donc c'est-à-dire que sur l'un des deux, il y a quelqu'un qui aurait pu vous enseigner finalement ce que vous allez présenter, et il y a un enseignant qui fait partie d'une discipline qui n'a rien à voir avec votre spécialité. Ok? Je le répète, ces deux enseignants-là, vous ne les connaissez pas. Donc vous leur présentez vos deux questions que vous avez préparées, d'accord, qui portent sur le programme de spécialité. Bref, on fera d'autres vidéos là-dessus, ne vous inquiétez pas. Simplement, pour l'instant, moi mon but c'est de vous expliquer comment se déroule l'épreuve, ok, comment ça va se passer le jour J. Comme ça, vous avez quelques repères et vous n'allez pas en terrain inconnu. Donc je reprends, vous présentez vos deux questions. Le jury en choisit une sur les deux, d'accord. Donc vous retournez en loge avec la question choisie par le jury et vous avez 20 minutes de préparation. D'accord? Donc vous allez en loge et vous avez un temps imparti de 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de structurer votre argumentation et d'organiser votre propos. Ces 20 minutes-là, elles servent à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, les élèves se posent plusieurs questions. Est-ce que je peux m'appuyer sur des supports de l'extérieur? La réponse est non. Vous n'avez pas le droit de venir avec des supports et de les sortir lors de la préparation. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ok? Également, est-ce que lors de l'oral, je peux avoir un support écrit? L'année dernière, c'était le cas parce qu'il y a eu des adaptations. Cette année, ce n'est pas le cas.
Donc en fait, ces 20 minutes, elles vont servir à quoi? Elles vont servir à deux choses: organiser votre propos et prendre des notes par rapport à votre argumentation. Mais encore une fois, cette feuille-là, vous n'allez pas pouvoir la lire devant le jury, d'accord? Donc c'est un petit peu voilà, une sorte de rafraîchissement, on va dire, ok, de rappeler les points essentiels de votre argumentation et de pas oublier quelque chose, ok. Je pense que l'écriture, ça favorise aussi la mémorisation et le rappel des connaissances. Et également, ce temps de préparation peut servir à autre chose. Est-ce que vous allez distribuer un support au jury? J'insiste bien, vous pouvez distribuer un support au jury, sauf que il n'est pas évalué. Il n'est pas évalué. Simplement, si ça peut faciliter votre, la compréhension de votre propos, vous pouvez le faire. L'année dernière, je vous donne un exemple très concret. On a eu un élève. Donc moi, j'étais l'enseignant de spécialité. J'étais avec une enseignante de langue des signes. Donc il y a une matière qui n'a absolument rien à voir avec ma spécialité, et il y a une élève qui nous a distribué une frise en fait, et disons qu'elle avait structuré son propos par rapport à cette frise là. C'était super original, et du coup voilà, elle a préparé cette frise là lors de la préparation en loge et elle nous l'a distribuée. Mais je répète, cette frise là, on ne l'a pas évalué. C'est bien son propos qu'on a évalué. Et cette frise, elle facilitait la compréhension de l'élève. C'est-à-dire que si vous allez distribuer des supports, mais que les supports sont illisibles et sont super longs et qu'on s'y perd, ça va pas faciliter la compréhension de votre propos et de votre argumentation. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Les supports que je donne au jury, ça facilite ma compréhension. Sinon, je ne les distribue pas. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Pendant 20 minutes, vous allez en loge. Une fois que les 20 minutes sont écoulées, on va venir vous chercher. On vous dirige vers la salle de l'épreuve. Le jury va ouvrir la porte, il va vous proposer l'entrée. Alors, comment se déroule l'épreuve maintenant? Vous avez plusieurs temps une fois que vous êtes entré dans la salle d'examen et que vous faites face au jury. Il y a plusieurs temps d'épreuve. Le premier temps, c'est un temps qui dure 5 minutes où vous allez présenter votre question et argumenter autour de celle-ci. Juste une chose, moi ce que je vous conseille de faire, alors en principe ça doit se faire comme ça, mais je sais que certains membres du jury, certaines commissions proposent à l'élève de s'asseoir dès le début. Moi je vous conseille de rester debout. Pourquoi il faut rester debout? Parce que ça va donner du volume à votre parole, ça va permettre, à mon sens, de mieux capter l'attention. Et vous savez quoi, on peut faire un parallèle très simple. J'imagine que vous avez des enseignants qui donnent cours debout et des enseignants qui donnent cours assis. Et à titre d'exemple personnel, le constat est édifiant. Moi, par exemple, j'arrive pas à faire cours assis, ça m'est impossible. Donc du coup, moi je vous conseille. Pourquoi je fais pas cours assis, je finis la parenthèse, parce que j'ai du mal à capter l'attention de mes élèves derrière un bureau recroquevillé derrière un ordinateur. Donc je pense pas que c'est une bonne chose de faire cours assis. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, chers élèves, je vous conseille véritablement de rester debout. Certains membres du jury l'imposent, puisque c'est l'épreuve qui est définie comme ça. Je sais que certains proposent de s'asseoir. Alors je ne parle pas des élèves qui auraient des problèmes de santé ou autres et qui ont besoin de s'asseoir, ça c'est autre chose. Mais moi je vous conseille d'être debout si on vous propose de rester assis, ok? Donc du coup, vous avez 5 minutes pour argumenter autour de votre question. Concernant votre question, moi je vous conseille fortement, et encore une fois on fera d'autres vidéos là-dessus, mais je vous conseille fortement d'expliciter votre choix de question et de justifier la question. C'est-à-dire que plutôt que de dire ma question c'est n'importe quoi je vais pas donner de question, mais voilà, au lieu de dire ma question c'est, plutôt d'expliciter et d'expliquer pourquoi vous êtes arrivé à cette question-là. D'accord, parce qu'on va essayer de comprendre votre cheminement et puis on va capter votre processus en fait, et ça va nous permettre vraiment d'entrer dans votre logique. Donc du coup, première chose, moi je vous conseille fortement d'expliquer pourquoi vous avez choisi cette question. Donc dans ces 5 minutes-là, vous argumentez, vous présentez la question, vous justifiez son choix, vous répondez à la question via un plan qui est le vôtre, d'accord ? Tout ça de manière à l'oral et sans support, ok. Une fois que ces 5 minutes sont écoulées, donc vous êtes chronométré bien évidemment, et vous serez évalué sur la gestion du temps, et je viendrai sur les critères d'évaluation après. Une fois que ces 5 minutes-là sont écoulées, vous avez 10 minutes
avec le jury, et ces 10 minutes-là, en fait, c'est un échange. Dans cet échange-là, on va essayer, nous, en tant que membres du jury, de revenir sur les propos de l'élève. Pourquoi je vous dis ça? Parce que un bon oral part bien évidemment de l'élève. C'est vous qui faites l'oral. C'est-à-dire que lorsque vous êtes véritablement acteur de la préparation de votre oral, de la question, de sa résolution, forcément on va le ressentir et forcément on va pouvoir creuser. Plus vous nous donnez de la matière et plus ça va être facile pour nous de créer un climat et un oral qui se déroule bien. Il y a une phrase que je dis très souvent, mais un oral chiant, c'est un exposé qui a été chiant finalement. Alors je suis désolé pour ce terme-là, mais au moins je suis sûr que vous ne l'oublierez pas. Mais c'est super important d'avoir du contenu et d'avoir de la matière, ok? Donc du coup, nous pendant ces 10 minutes-là, on va revenir sur les propos de l'élève. On va essayer de lui demander de justifier ou de préciser certains arguments qu'il a présentés. Et également, on va évaluer quelque chose d'essentiel, c'est son esprit critique. Son esprit critique. Et sur ça, il faut faire preuve de recul, prendre de la hauteur et aussi savoir faire preuve d'humilité. Si un jury vous pose plusieurs questions sur un sujet et qu'il essaye de vous aiguiller, si vous restez sur une position et que vous êtes totalement obtus, posez-vous la question, peut-être que je dois prendre du recul. Par contre, encore une fois, on parlera des techniques de l'oral et des techniques de débit de parole et tout ça, et puis comment répondre à une question dans un oral dans une autre vidéo, d'accord? Là, encore une fois, je vous présente le déroulement du grand oral, ok? Donc, 10 minutes en échange avec le jury. Et du coup, donc il y a un jury, encore une fois, il y a un membre du jury de votre spécialité, donc lui ça va être plus sur des connaissances disciplinaires et sur le savoir, alors que l'autre ça va être plus des connaissances on va dire transversales. Juste une chose, vous pouvez être questionné sur la totalité de votre programme. Le membre du jury de spécialité ne va pas se cantonner à rester sur la question que vous avez posée. D'ailleurs, il peut même faire des écarts avec vos autres matières, s'il le souhaite. D'accord? Si la question est plus ou moins transversale, il n'y a rien qui l'empêche d'aller puiser dans d'autres matières pour vous poser des questions. D'accord? Donc voilà, ça c'est la deuxième partie de ce grand oral. Donc 10 minutes d'échange avec les membres du jury sur votre exposé et sur votre argumentation. Le dernier temps, il dure 5 minutes. Et en fait, c'est un temps sur votre projet d'orientation. Qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est le lien que vous avez fait évidemment dans votre oral avec votre choix d'orientation? Et en fait, finalement, le choix d'orientation, ça va être un petit peu le point de départ et on en parlera plus tard. Quel est votre choix d'orientation? Le cas échéant, quelle est votre orientation professionnelle? Et surtout, comment vous allez réussir à atteindre cet objectif-là. Donc pendant les 5 minutes, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi vous avez choisi la filière que vous avez choisie, quel est votre projet d'orientation, si vous avez un projet professionnel, on va en parler, et quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ce projet d'études et ce projet professionnel. Alors maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer aux critères d'évaluation. Disons que nous, en tant que membres du jury, on a une grille d'évaluation qui porte en fait sur 5 critères différents qui sont les suivants. Le premier critère d'évaluation va porter sur la qualité de votre prestation orale. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on tient un discours face à un public, il faut capter leur attention et pour ce faire, alors il faut savoir maîtriser le débit, l'intonation, le timbre de voix. Donc ça va être vraiment ce qui va être évalué dans le cadre de ce critère et également au niveau de votre vocabulaire. Est-ce que vous utilisez un vocabulaire riche et précis, et on en revient aux connaissances finalement. Donc le savoir disciplinaire importe également dans ce critère-là, puisque votre vocabulaire sera évalué également. Ok? Donc je répète, est-ce que vous savez capter l'attention de votre public et jouer sur le débit, le timbre et sur votre posture finalement. Le deuxième critère porte sur la prise de parole en continu. Lorsque vous présentez un discours, vous avez le choix, soit
Vous faites des longues pauses comme je viens de vous faire et du coup ça peut marquer des blancs qui sont un petit peu trop longs. Soit vous avez un discours qui est fluide, qui est bien articulé. Encore une fois, on en revient au vocabulaire avec un vocabulaire riche et précis. Mais en tout cas, quelqu'un qui nous présente un discours qui est maîtrisé et qui est fluide et dont les arguments sont bien ficelés, ça se ressent. Et quelqu'un qui cherche un petit peu ses mots, qui ne sait pas trop comment exprimer sa pensée, ça se ressent également. Donc le deuxième critère d'évaluation va porter sur votre capacité à prendre la parole en continu et à être fluide dans votre discours. Le troisième critère d'évaluation va porter sur la qualité de vos connaissances. Ces connaissances-là, vous allez les présenter à la fois et les mobiliser à la fois dans le cadre de votre argumentation et dans le cadre de la présentation de votre réponse à la question que vous allez préparer face au jury, mais également dans le cadre des questions posées par le jury. C'est-à-dire que à la fois on va voir si vous avez des connaissances réelles, mais si vous avez la capacité à les mobiliser pour répondre à une question. Donc, les connaissances qu'on retrouve à la fois dans le cadre de votre grand oral, mais également dans l'entretien avec le jury, c'est ce qui va faire ce troisième critère, à savoir la qualité de vos connaissances. Le quatrième critère va porter sur la qualité de votre interaction avec le jury. Le jury va vous poser des questions. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que vous pensez du partage de la valeur ajoutée dans une entreprise? Ouais, c'est intéressant. Ce genre de questions-là, elles favorisent pas l'interaction, d'accord? Et elles prouvent finalement que l'élève ne s'intéresse pas trop à la question du jury et que la question n'est pas intéressante. Et faites attention, ça peut être mal vécu par un jury, ok? Ne jugez jamais une question posée par un jury, c'est un conseil que je vous donne, mais on en reparlera plus tard. Bref. Mais en tout cas, la qualité de l'interaction sera évaluée. Est-ce que vous proposez des réponses qui sont courtes et qui sont brèves et qui ne permettent pas de rebondir et de nourrir cet échange? Ou alors, est-ce que vous prenez le temps d'analyser la question des enseignants, de rebondir, de reformuler et de prendre des éléments de manière judicieuse pour nourrir votre réponse. Et c'est ça finalement qui fait une interaction. Une interaction, ça va pas être simplement de répondre aux questions, mais ça va être de répondre aux questions pour alimenter une discussion qui dure tout au long de cet échange-là. Donc moi, je vous conseille fortement de vous entraîner sur ça, avec votre enseignant ou même avec des camarades. On vous demande pas simplement de répondre à des questions, on vous demande d'être capable d'interagir avec les membres du jury. Et donc le quatrième critère sur lequel vous serez évalué, c'est la qualité de l'interaction. Le cinquième critère sur lequel vous allez être évalué, c'est la qualité et la construction de votre argumentation. Déjà, est-ce que vous comprenez le sujet que vous allez présenter et est-ce que votre argumentation est structurée? C'est la première chose à se poser. Première question à se poser. Également, est-ce que vous allez maîtriser et comprendre les enjeux du sujet et est-ce que votre argumentation va permettre de répondre à ces enjeux-là, à la fois dans le cadre de la réponse qui est la vôtre, mais également dans l'interaction avec le jury. Donc c'est super important. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'aurais peut-être dû commencer, à le dire avant, mais plusieurs élèves peuvent travailler sur une même question. Bien évidemment, la réponse doit être personnelle. C'est-à-dire que vous pouvez, ça arrive, avoir une même question avec d'autres élèves. Encore que moi, j'encourage pas ce genre de pratique, mais ça peut arriver, il y a pas de souci à ce niveau-là. Bien évidemment, la réponse doit être personnelle. Et du coup, votre cinquième critère d'évaluation va porter sur votre argumentation. Est-ce qu'elle est décousue ou au contraire, est-ce qu'elle est bien construite et est-ce que vous maîtrisez les enjeux de votre sujet? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos arrivent sur le sujet. On va essayer de vous donner des techniques de prise de parole, évidemment de gestion du stress et puis peut-être que je vous ferai un retour sur les candidats que j'ai eu l'année dernière si ça vous dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Mais en tout cas, j'espère que grâce à cette vidéo, vous n'allez plus en terrain inconnu et que ça réduit le stress que vous pouvez nourrir vis-à-vis de cette épreuve. Je vous souhaite de bien la préparer, je vous souhaite de tout cœur que ça se passe bien pour vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Merci.